Un bastion naturel presque fermé au reste du monde. Une citadelle défendue par de hautes murailles. Une place forte où l'on ne pénètre que par quelques accès. Vu de l'extérieur, le Vercors apparaît comme une imprenable forteresse. Parfait symbole de verticalité, le mont Aiguille s'impose comme une tour de guet. « 50 km de long sur 30 de large, ce massif détaché du reste des Alpes domine les vallées de l'Isère, du Drac et de la Drôme. Rabotée par les glaciers, sculptée par l'érosion, cette masse de calcaire est fracturée de part en part. Des failles gigantesques qui permettront aux hommes de ne pas rester prisonniers de la verticale. De tout temps, ils chercheront à utiliser ces brèches naturelles pour se tailler des voies de passage, tout comme l'eau, qui ronge la montagne pour rejaillir plus bas dans les gorges, qui cherche à s'échapper de ce gigantesque étau de pierre. Ces plateaux boisés entaillés de gorges ont d'abord été le refuge de chasseurs, de nomades, de transhumants. Malgré l'âpreté du climat, la complexité du relief, ils ont su aménager leur territoire. Puis ce furent des communautés entières, moines, paysans, forestiers, prêts à tirer parti de leur isolement pour échapper aux contraintes extérieures. Le Vercors était devenu leur fief. Contrairement à ce que l'on a pu croire, jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'enclavement des montagnards était relatif. Les gens d'en haut ne pouvaient pas vivre en autarcie. Ils ont toujours cherché à se déplacer vers l'extérieur. Une idée que confirme Philippe Hanu, historien qui connaît bien le patrimoine local. On a l'image d'un Vercors en citadelle, espace clos, replié sur lui-même. Et je crois qu'en fait, les femmes et les hommes du Vercors circulent, et ça depuis la nuit des temps, le long de chemins, alors parfois taillés dans la falaise, pas toujours faciles à franchir. Mais il faut imaginer que, même s'ils sont sédentaires, ils sont des activités qui les poussent à la mobilité. Donc ça veut dire qu'ils s'éloignent de leur maison quelque temps pour aller vendre des denrées sur les marchés de la région. Et il y avait des grandes caravanes de mulets qui circulaient comme ça le long des drailles du Vercors. Les habitants du Vercors ont gardé en eux cette dualité, le besoin de s'ouvrir et la volonté de préserver leur identité. Ainsi, perpétuant la tradition, Gérard Blanc est muletier à part entière. Les anciens sentiers constituent ses itinéraires de randonnée favoris. Il nous entraîne sur l'un des deux uniques passages qui reliaient le plateau nord à Grenoble, en franchissant la barre de falaise orientale. C'était des chemins très fréquentés parce que c'était les seuls qui existaient pour se rendre dans la vallée du Drac, puisque le Vercors c'est bordé de falaises et c'était enclavé carrément. Donc on passait par des pas ou des passages qui étaient très étroits dans les falaises. Alors le rôle des muletiers, c'était de transporter ces marchandises d'un côté à l'autre, c'est-à-dire du Vercors dans la vallée du Drac ou dans le Royan ou dans le Diois. Il y avait des entreprises où les muletiers avaient une dizaine à une vingtaine de mulets, on appelait ça des coubles. C'était les camionneurs de l'époque. Autrefois, le massif était ainsi quadrillé par un important réseau de chemins.
Une voie romaine de 100 km reliait le sud du pays, le Diois, au nord Dauphiné, en traversant les hauts plateaux. Pour rejoindre les vallées, des sentiers escarpés étaient taillés dans le roc. Les convois s'y risquaient par tous les temps, avec des mules lourdement chargées. Il y a des endroits glissants, mais il y a surtout des endroits aussi vertigineux où les bêtes, il ne faut pas qu'elles se bousculent parce qu'il y a des apics. Et bon, c'était un risque d'accident quand même. Dans ces passages, souvent, les muletiers étaient obligés de débattre leurs mulets pour pouvoir croiser. Alors bon, ça faisait souvent un gros trafic parce qu'il fallait débattre, passer les mulets, les croiser, et puis après il fallait reporter les bagages pour rebattre les mulets. C'était pas facile. Allez. Ça marchait à la voix, ça marchait au geste. Hein, on ne disait pas grand-chose et le mulet comprenait. Viens là. Au printemps, quelquefois, ils étaient embêtés par la neige. Ils ne pouvaient pas passer l'école. Et puis, à l'automne, dès que le gel arrive, ils ne pouvaient plus passer comme ils voulaient. Et c'est là où le Vercors commençait à être enclavé carrément. Et puis, on attendait le printemps pour que la neige fonde, pour qu'on puisse rejoindre les vallées. Malgré le dénivelé, le trafic était très intense. Certains pas voyaient défiler plus de 100 mulets par jour. Les montagnards allaient vendre du charbon de bois, des produits fermiers, du bétail. Ils remontaient du vin, du sel et autres denrées. Pour ces échanges, les sentiers muletiers étaient suffisants. Mais ce fut l'exploitation des forêts qui fit apparaître un réel besoin de désenclavement. Couvrant les 2/3 du massif, ces forêts ont toujours été la ressource essentielle. Les longs fûts qu'on y trouve fournissaient jadis les chantiers de la marine royale. Dans la montagne, la forêt est omniprésente dans la vie quotidienne des gens parce qu'elle fournit le combustible, mais aussi pour le bois d'œuvre, et puis aussi parce qu'elle est nourricière. La forêt, c'est vraiment au centre de la vie des communautés humaines, et ça depuis la fin de la préhistoire. Le problème était d'évacuer le bois de ces forêts plantées jusqu'au bord des falaises. Une difficulté majeure qui permit d'éviter qu'elles ne soient totalement saccagées. Le relief accidenté était un vrai casse-tête pour les bûcherons. Que d'ingénieuses tactiques n'ont-ils pas inventées pour sortir les grumes du massif ? Les exploitants forestiers d'aujourd'hui rivalisent de vitesse pour l'abattage et le débardage. Mais le matériel performant n'élimine pas les risques. Michel Bourron et son équipe font partie des rares bûcherons qui acceptent de travailler dans des endroits aussi accidentés. Les pentes, ouais, on en fait pas mal. On est une bonne équipe qui, pour aller aux pentes, ça ne nous fait pas trop de soucis, quoi. Parce que maintenant, avec les années de métier, c'est la malice qui nous sort. Comme de partout dans le bois, s'il n'y a pas de malice, c'est pas le tout de forcer, il faut forcer intelligemment. Parce qu'on peut bien avoir des bras comme ça, si la tête est creuse, ça ne se fait rien du tout. Il faut forcer avec la tête. Malgré le terrain rocheux et pentu, la forêt s'accroche partout. Bien avant ces gros engins de débardage, on descendait les troncs du haut des falaises grâce à des systèmes de treuillage par câble. Des manœuvres réellement acrobatiques. Il y a des coins qui sont accidentés, c'est pas facile d'accès non plus. Hein. Maintenant, bon, ça s'améliore la forêt parce qu'ils ont fait des pistes avec le matériel et tout, mais dans le temps, il n'y avait pas tout ça. Hein. Et avec les bêtes, ça ne devait pas aller tout seul. Là, elle est grande. Un relief tel que les animaux de bas ont dû souvent épauler les hommes. Encore utilisée aujourd'hui, la traction animale permet de débarder les parcelles inaccessibles. Dans ces zones chaotiques, on tirait les troncs jusqu'au bord des falaises pour les faire ensuite glisser dans des couloirs quasi verticaux qu'on appelle les jets.
Avant, ils coupaient le bois à la sève. Des fois, ils laissaient un an en forêt. Ils coupaient, ils écorçaient, ils laissaient sécher pour que le bois perde du poids, pour que les bêtes arrivent mieux à le tirer. Et puis, comme quand c'était pentu, qu'ils descendaient le bois, il fallait que le bois qu'il glisse, mais pas trop vite non plus, pas que ça tape dans les jambes des bêtes. Parce que si la bête se faisait casser la jambe, elle était foutue. Ça allait pas tout seul, ils billaient les bois courts, et quand c'était pentu, que les bêtes ne pouvaient pas aller, ils glissaient le bois. Ils s'y mettaient les jours que c'était bien mouillé, et après ils le reprenaient aux bêtes en bas. Aujourd'hui, 600 chevaux sont nécessaires pour faire face à la concurrence. On débarde des tonnes de mètres cubes par jour, mais le relief impose parfois d'utiliser les mêmes ruses que jadis. Il n'y a pas 50 solutions, il faut que ça avance. Maintenant, c'est la cavalerie, quoi. On coupe, on lance, on n'attend pas que le bois sèche, il faut faire vite. Allez, oh! Avant, quand ils lançaient dans des grosses pentes qui avaient des rochers, ils cordelaient. Il les faisait glisser, et puis derrière, il leur mettait une petite cordine et il les tenait par derrière pour pas qu'elles aillent trop vite, pour pas qu'elles se cassent. Parce qu'après, quand elles tapent quelque chose, ça les fend aussi bien toute la longueur, la pièce elle est coupée. Tandis que les plus beaux fûts, destinés à de nobles usages, étaient acheminés hors du massif, d'autres arbres partaient en fumée. Les forêts ont aussi alimenté en combustible les hauts fourneaux installés au pied du Vercors. D'énormes quantités de bois furent transformées en charbon. En quelques siècles, des forêts entières disparaissent. La montagne est saignée à blanc. À partir de 1880, on fait appel à la main-d'œuvre italienne qui colonise les zones hostiles. Ces vagues de migration successives vont entraîner un brassage de population et bousculer les mentalités locales. Au moment d'âge d'or du charbon de bois, entre le 18e et les années 30, il devait y avoir des charbonnières un peu partout, parfois 20, 30 allumées en même temps, ce qui devait dégager des volutes de fumée considérables, et puis aussi avoir une odeur très très forte. Aïe, aïe, là, dis donc. Ça commence à charbonner, hein? Oui, même. Le métier de charbonnier est une profession de la migrance. Les équipes d'artisans passent environ 6 mois par an dans la forêt. Ils arrivent sur le chantier à la fin de l'hiver et puis œuvrent dans des conditions extrêmement difficiles. Allez, mais vite. Tiens, attends, donne-moi la lampe. Allez. Là, elle est bonne, là, elle va bien, là. Hein? Un autre sac. Là, tiens. Dieu me dit, je te prends. Hein. Oh, putain. Alors les charbonnières sont des grandes, un petit peu comme des meules, de volume relativement important. Alors ça aussi, entre une charbonnière moyenne est d'environ 30 tonnes jusqu'à 60, voire parfois 120 tonnes de bois. Alors vous imaginez les quantités astronomiques qu'il a fallu couper pour alimenter ces fourneaux. Le rendement est d'environ 1 à 5, donc 5 tonnes de bois pour produire une tonne de charbon. Elle est bonne. Hein? Oui. Charbonnier, fais fumer. Il y a toujours du feu qui sort. Toujours du feu, toujours du feu. Alors s'il n'y a personne pour surveiller le charbon, on arrive à un moment que du charbon, c'est pas la peine de travailler, c'est tout cramé. Hein. Parce que le charbon, une fois qu'il est tiré, c'est vite cramé. Hein. Alors on est obligé de surveiller, passer la nuit. Il faut les bosser, manger. Puis il y a des années vraiment dures, des années dures. On attaque là? Non, Dur. on arrête un peu. Ça n'a pas toujours été la joie. Des familles entières de saisonniers vivaient ainsi au fond des forêts. Là encore, les obstacles naturels ne facilitaient pas la tâche. Pour descendre les sacs de charbon de bois, certains passages étaient si escarpés qu'il fallait décharger les traîneaux ou les mulets, franchir des échelles dans le vide et rebattre plus bas.
Les opérations étaient tout aussi périlleuses pour ceux qui transportaient les fûts déposés au bord des chemins. Le trafic de bois s'intensifiant, il devenait indispensable d'améliorer les voies de passage pour que les charrois puissent manœuvrer. C'est alors que les hommes décidèrent de forcer le relief en taillant de nouvelles voies d'accès dans les falaises. Les projets semblaient très audacieux, mais à la hauteur des exploits technologiques de l'époque. Le Vercors était prêt à relever le défi. Dès 1843, une rude bataille, ici reconstituée, est engagée contre la roche. Pour les ouvriers, pas d'autre alternative que de s'exposer au vide. À force de miner la paroi, ils ne prenaient plus la peine de se mettre hors de portée des tirs. Il fallut plus de 10 ans d'acharnement pour percer la première route, celle des Grands Boulets. Un solide tour de force. Les chantiers se succédaient, plus vertigineux les uns que les autres. Mètre par mètre, les ouvriers s'attaquaient aux parois. Profitant des vires existantes, ils creusaient des corniches à la force du pic. Sans aucune protection, ils faisaient exploser le rocher avec des mèches bourrées de poudre noire. Tunnels, encorbellement, surplomb, ponts jetés au-dessus du vide. Les tracés rivalisaient d'audace. L'épopée de la construction des routes aura duré plus de 100 ans. À la fin du XIXe siècle, le Vercors possédait un réseau routier exceptionnel. Mais à quel prix ? Voilà la forteresse entaillée de brèches insolites. Ces ouvertures successives vont bouleverser la vie des montagnards et précipiter le massif vers l'extérieur. Le pays perdra-t-il son âme pour autant ? Sortir les habitants de leur isolement ? Certes. Voilà qui fut la justification première de tels chantiers, mais le percement des routes allait déclencher un phénomène aussi inattendu que décisif pour l'avenir de la région. L'ouverture ne pouvait fonctionner à sens unique. Dès leur construction, ces routes qui surplombent le vide n'ont plus seulement un rôle utilitaire. Elles deviennent une attraction en soi. Les fans d'automobiles anciennes viennent y tester la robustesse de leur bielle. Ces excursions Belle Époque ne sont pas passées de mode. En compagnie des passionnés de vieux tacos, Lydia Chabert, une fervente amoureuse du Vercors, nous invite à apprécier ces routes monumentales encastrées dans la paroi. Quand on voit les falaises qui sont là, derrière, on a du mal à imaginer qu'il puisse y avoir une route. Et pourtant, cette route, elle est là. Et on peut comprendre combien ça paraissait utopiste de vouloir ouvrir une route. Et pourtant, cette route, elle a permis aux gens d'en haut de recevoir du monde et de recevoir une culture différente, un mode de vie différent. De plus en plus fréquentées, ces routes vont provoquer la rencontre de deux mondes opposés. Les montagnards qui vivaient au rythme du pas des mules voient d'abord monter des carrioles attelées, puis des automobiles remplies de citadins huppés. Les portes du massif se sont ouvertes sans doute bien plus vite que les mentalités.
faisait les routes pour le développement économique et pour transporter le bois. Donc on s'attendait à voir des attelages de bois, mais on ne s'attendait pas à voir des touristes anglais, des gens de Grenoble, des gens de Lyon, des bourgeois fréquenter très rapidement ces routes avec des pataches puis des voitures comme celle-ci. On ne s'y attendait pas du tout et le tourisme est devenu une réalité ici dans le Vercors. C'était des voyages frissons garantis puisque non seulement on allait sur un territoire qui était inaccessible depuis des siècles, mais qu'en plus on allait emprunter les flancs de la montagne et fréquenter les ravins. Les transports s'organisent petit à petit. On a d'abord ces excursionnistes en convoi de voitures et puis ce sont les cars entiers de touristes qui viennent sur ces routes du vertige, sur ces routes du vide. Les curieux venus des villes pour éprouver des sensations fortes ne sont que les tout premiers excursionnistes. En se développant, le tourisme entraîne de profondes mutations dans la vie de ce petit pays que rien n'était venu chambouler pendant des siècles. Les échanges avec l'extérieur s'intensifient. La population, plus mobile, s'enrichit peu à peu de la manne touristique. Les transports se modernisent et certaines routes deviennent des artères économiques vitales pour le Vercors. L'accueil du tourisme et l'expansion du massif créent de plus en plus d'exigences. De nombreux aménagements s'imposent. Nouveaux forages, élargissements, entretien et mise au gabarit des routes, les chantiers se succèdent presque sans interruption. Mais les difficultés d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles d'hier, comme l'explique Denis Cava, le responsable des chantiers actuels. C'est vrai qu'avoir ouvert des routes pareilles avec les moyens dont ils disposaient, nous on arrive avec notre gros matériel, même s'il n'est pas trop gros parce qu'il ne peut pas passer partout, on a quand même beaucoup moins de mérite que tous ces bâtisseurs, mais on essaye un peu en tout cas de respecter l'esprit. Mise au gabarit, donc effectivement pour les autocars, pour aussi les grumiers, effectivement il peut y avoir de nouvelles exploitations de bois, de nouveaux passages, et puis de toute façon un entretien qui est constamment nécessaire parce que ces routes s'abîment, elles sont toutes plus que centenaires. Il faut qu'elles soient aménagées en sécurité. Mais vouloir absolument partout pouvoir se croiser dans n'importe quelle condition entre deux bus énormes, je pense que ce n'est pas l'esprit de ces routes-là. La dernière chose qu'on ne dompte pas et qu'on ne sait pas dompter, c'est ça. Et ici, des éboulements, des cycles de gel-dégel, des températures sont quand même des choses auxquelles il faut faire très attention. Il est vrai que parfois la forteresse semble se rebeller contre les agressions extérieures. L'éboulement récent de la route de Montaut le prouve. Le premier gros tunnel en béton vient d'être percé. De nouveaux projets se dessinent. Au nom du développement économique, la dynamite fait loi. Mais saura-t-on freiner à temps les pressions exercées sur ces ouvrages d'art? Faut-il continuer à forcer coûte que coûte les portes de ce bastion naturel au détriment de son caractère et de son intégrité? Grâce à ces routes qui percent désormais la forteresse de part en part, les citadins viennent se mettre au vert. Le Vercors est menacé d'urbanisme galopant. Même si la forteresse a été agressée périodiquement par l'homme, il est temps de réagir pour en préserver l'identité. C'est la raison pour laquelle le parc naturel régional est créé en 1970. Son rôle est bien de protéger le territoire, mais aussi de développer les atouts du pays. Une mission fort délicate. Les falaises constituaient autrefois une barrière infranchissable pendant l'hiver. Maintenant encore, quand le froid engourdit les villages, le pays tout entier semble prisonnier de la neige. Pourtant, voilà déjà longtemps que le Vercors a basculé de l'ère d'une montagne à vaches à celle d'un pays mené par l'or blanc. Grâce aux Jeux Olympiques de 68, le plateau du Vercors est devenu la Mecque du ski nordique.
Et depuis qu'il accepte de jouer la carte Grand Nord, grands espaces, il se voit assailli de tous côtés. Au-delà du domaine skiable, à perte de vue, des espaces d'évasion. Auparavant, on subissait plutôt la neige et le pays se refermait sur lui-même. Aujourd'hui, la neige est vitale. Des stations de sport d'hiver se sont créées, mais les villages ont plutôt réussi à garder leur âme montagnarde, subtil équilibre entre l'ouverture au monde extérieur et la sauvegarde du patrimoine traditionnel. La montagne ne manque jamais de rappeler que l'hiver et le mauvais temps vont souvent de pair. De la neige, il en faut à tout prix, mais pas question de rester bloqué. Dès les premières chutes de neige, les agents du déneigement sont sur le pied de guerre pour dégager les excès du massif. Des escadrons de chasse-neige sillonnent les routes jour et nuit. Des étraves plus énormes les unes que les autres se font fort d'évacuer cette neige dont on ne désire que les avantages. Des tonnes de sel sont répandues pour nettoyer la chaussée au plus vite et rétablir la circulation. Mauvais temps ou pas, le laitier se risque sur les routes verglacées dès 5 heures du matin pour faire sa tournée. Habitué aux congères et peu impressionné par la tempête qui souffle, René Morel s'aventure jusqu'aux fermes les plus isolées. Il y a 32 ans que je fais ça, alors on en a vu d'autres. Avant, on avait des vieux Renault à essence, il n'y avait pas de chauffage, on n'y voyait rien pour conduire, on y est toujours arrivé. On ne s'est jamais renversé complètement, on a pris des fossés des fois. On y arrive toujours. Si vraiment c'est mauvais, on met les chaînes en plus. On a une 4x4 avec les pneus à clous et tout, mais on met les chaînes. C'est dans les cours de fer, on a les descentes avec c'est mauvais, dans les mauvais virages et tout, on part en luge des fois. Autrement, on part ça va. Faut faire avec, c'est notre métier. Et ouais. Regardez, on ne peut pas mettre un chien dehors aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça va pas. Hein? Allez, dans 2 jours, s'il n'y a pas trop de neige, je reviens, sinon vous ne me voyez plus. Ben, il ne faut pas nous abandonner. Et à la prochaine. Allez. Ben, c'est très bien. Hein? Ben oui, donc. Tiens, allez. Voilà. Comme il a su s'ouvrir sur l'extérieur, brutalement le Vercors s'est retranché derrière ses murs. La Seconde Guerre mondiale lui a fait baisser sa herse pour redevenir un bastion impénétrable. Prédestiné à jouer le rôle de refuge idéal, le plateau allait abriter le maquis de la résistance. Pendant cette période trouble, l'image de Châteaufort est redevenue aux yeux de tous une réalité. En hommage au combat mené par les résistants, une section de parachutistes du contingent est larguée au-dessus du canton de la Chapelle-en-Vercors. Un moment très émouvant pour les anciens du plateau.
ça nous rappelle, c'est des souvenirs, et puis on ne peut pas les oublier. On pardonne, mais on n'oublie pas, voilà. Dès 1943, des centaines de résistants gagnent le plateau du Vercors. Les obstacles que présente ce fortin naturel constituent un énorme avantage pour réaliser le fameux plan montagnard imaginé par Jean Prévost et Pierre Dalloz. Très vite, de nombreux jeunes du pays viennent renforcer les troupes de Maquisard. Une résistance active s'organise avec embuscades et raids sur l'extérieur. Sur le plan stratégique, il s'agit de tirer parti du relief pour verrouiller les entrées du massif et installer des postes défensifs sur les hauteurs. Encore faut-il initier les troupes inexpérimentées au maniement des armes. Malgré les nombreux parachutages, il n'y aura jamais de quoi armer suffisamment les 3000 hommes du maquis. Néanmoins, la forteresse met tout en œuvre pour blinder sa défense. Les forêts, les gorges, les grottes deviennent des planques idéales, mais pendant ces 2 années de clandestinité et d'occupation, le ravitaillement du maquis en vivres et en armes restera un problème crucial. En juin 1944, les troupes ennemies passent à l'attaque pour faire tomber les positions défensives de Saint-Lizier. Sans artillerie lourde, le maquis est écrasé après 3 jours de combat par les canons allemands. Une porte est ouverte. L'ennemi tente alors d'attaquer la muraille en différents endroits. La forteresse est soumise à rude épreuve, mais elle résiste. Humiliée par de lourdes pertes, l'ennemi se replie. Les maquisards font alors sauter des ponts et des routes à l'intérieur du massif. Ils se retranchent sur le plateau central et proclament la République libre du Vercors. Cet instant de liesse collective sera bien vite assombri par le drame qui va suivre. Juillet 1944. Alors que les maquisards attendent des renforts, c'est par le ciel que l'ennemi réussit par surprise à lancer une opération commando sur Vassieux. Les représailles sont terribles, une folie meurtrière, un cauchemar pour tous les habitants du plateau qui est pris d'assaut avec d'énormes moyens. Des noms de villages s'inscrivent en lettres de feu et de sang dans l'histoire du Vercors. Valchevrière ne sera jamais reconstruit. Le souvenir de cette tragédie n'a jamais quitté les mémoires et chaque commémoration attire bien du monde. Les anciens du maquis sont fiers de penser que malgré les épreuves endurées, la forteresse a su défendre leurs idéaux. Avec des intentions plus pacifiques, d'autres hommes se sont lancés dans la conquête du Vercors. Ces falaises, derrière lesquelles les habitants se sont réfugiés, ils en ont fait un terrain de jeu. Curieux paradoxe. C'est pourtant dans le Vercors qu'est né l'alpinisme il y a plus de 500 ans, avec l'ascension de ce monolithe imposant, le mont Inaccessible. Depuis, on a ouvert de nombreuses voies dans les falaises. Lionel Terret en a signé plusieurs. Les parois de Presles, dans le cirque de Choranche, sont devenues un haut lieu de l'escalade. Patrick Cordier, Bruno Farah et bien d'autres adeptes du vide y ont tracé des lignes magnifiques. À la fois guide de montagne et fou de grimpe, Bernard Gravier appartient à cette tribu d'hommes araignées. C'est vrai que les falaises du Vercors ont la réputation d'être très difficiles. C'est vrai, le rocher, en fonction des endroits, est plus ou moins bon. Et sur Presles, on a une chance, on a une grande chance, c'est que le rocher est plutôt sain. Donc on peut grimper à peu près partout. Le travail de l'ouvreur est plutôt ingrat parce qu'on va passer des journées quelquefois à trouver la ligne, l'endroit où on estime que le rocher est bon. Ce qui a permis de tracer de très belles voies, c'est quand on a commencé à découvrir les zones de rochers rouges.
quelque part, c'est un art de trouver des voies et de trouver des chemins sur la falaise. C'est hyper intéressant l'ouverture de voie. Pour tous les grimpeurs de haut niveau, le triangle de Choranche est le symbole de l'extrême. Au prix de bien des difficultés, une voie directe a été ouverte dans le Grand Pilier. Lynn Hill, l'une des meilleures grimpeuses du moment, vient tenter cet itinéraire surplombant de 300 mètres de haut. Bon nombre de professionnels du plein air se sont installés ici pour l'attrait des falaises calcaires. Comme pour Lynn Hill, la verticale fait partie de leur univers. Chaque voie ouverte est un nouveau défi. Au fêlé de la grimpe, le Vercors offre ses falaises nues et magnifiquement sculptées. Il réserve le relief tourmenté de ses gorges aux amateurs de canyoning, à tous ceux qui suivent les chemins de l'eau. Pendant que certains se lancent à l'assaut des grandes parois de calcaire, d'autres explorent l'intérieur du massif. Des kilomètres de galeries sont parcourus, des rivières souterraines sont découvertes. En 1955, une équipe de spéléologues atteint le fond du gouffre Berger, 1000 mètres de profondeur, une grande première et un exploit salué par le monde entier. Aujourd'hui, même si les systèmes hydrologiques ont été mis en évidence, les gouffres et les rivières souterraines de ce vaste gruyère sont loin d'avoir dévoilé tout leur mystère. À côté de ceux qui fouillent les dessous du massif, il y a ceux qui préfèrent prendre de la hauteur. Aéronaute, spécialiste des vols de montagne, Patrick Poussardin n'hésite pas à quitter le plancher des vaches pour se laisser dériver au-dessus de la forteresse. En montagne, il faut faire attention où on va. Donc il faut faire un peu son plan de vol pour ne pas se retrouver dans les falaises du Vercors ou atterrir dans des endroits impossibles pour récupérer le ballon. Chaque vol est différent, c'est la météo, c'est le vent, c'est l'aérologie qui va conduire le vol. Naturellement, on peut influencer en montant, en descendant, en restant en basse altitude, on peut influencer, mais la météo reste maîtresse de la direction et de l'atterrissage du ballon. On est tributaire de la météo comme le bateau à voile en fin de compte. Un bon skipper ne prend pas la mer avec un avis de tempête, nous non plus. Si on vole par des vents rafaleux, style vent de sud, föhn, et on a 1500 mètres carrés de tissu, on se fait emporter comme un fétu de paille.
C'est une forteresse, on est entouré de murailles et on le voit d'ailleurs très bien quand on monte un peu, cet aspect forteresse, île au milieu des plaines. Il m'est arrivé de longer les falaises, on avait des phénomènes de rouleaux qui était assez incroyable, donc il faut être très très vigilant. Même si on chauffe, même si le ballon veut monter, la masse d'air va le tirer au sol. On n'y va pas souvent, on les regarde un peu de loin, mais il m'est arrivé de les franchir et là c'est vraiment beau. Bien des villages paraissent accrochés à leur passé. Pourtant, ce n'est pas un hasard si le Vercors a misé très tôt sur Internet. Le souci de communiquer avec le monde entier prouve que cette montagne ne tient pas à rester à l'écart. De nouvelles entreprises s'y implantent chaque année et les internautes sont de plus en plus nombreux. Dans les écoles, un réseau buissonnier s'est créé autour d'un projet collectif. Aujourd'hui, une dizaine de maternelles sont connectées. Il y a des enfants qui savent, tout seuls, aller chercher le courrier qui est arrivé dans l'ordinateur. À côté, on a encore. Sur ces écoles isolées, on avait l'impression un petit peu de travailler tout seul, de se sentir vraiment seul. Et là, on a une ouverture sur l'extérieur qui est vraiment très intéressante parce qu'on peut communiquer avec des petites écoles qui participent au projet. Là, on échange nos idées, on échange les points de vue, on échange notre façon de travailler aussi. Je crois que ça a vraiment relancé une dynamique, moi, sur les écoles maternelles du Vercors. Et aujourd'hui, on va rajouter... Hervé Labrosse, Michel Vallat et d'autres instituteurs enthousiastes sont très impliqués dans le réseau, même s'ils ne sont encore qu'une minorité. Les enfants totalement s'accaparent l'outil, ils sont demandeurs, ils attendent le matin, ils vont voir le courrier, ils sont impatients de savoir si d'autres enfants leur ont envoyé des choses. Eux aussi, de leur côté, ont envie de rebondir sur ce qu'ils reçoivent et les enfants sont totalement partie prenante, ils comprennent de mieux en mieux qu'est-ce que ça veut dire, ça leur élargit l'horizon. Ça permet aux enfants de voir un petit peu plus loin que le bout de nos petits villages. Tous les instituts qui participent au réseau buissonnier en maternelle trouvent que c'est un plus extraordinaire pour les enfants et puis pour eux-mêmes. Sur le plateau, la dynamique Internet est très présente dans les formations au métier du tourisme rural. Cet outil de travail innovant présente d'énormes avantages pour une profession qui a constamment besoin d'informations et de connexions avec des services géographiquement éloignés. Le temps des muletiers semble bien loin. Au fond du Vercors central, le village de Saint-Julien. C'est là qu'une petite équipe d'internautes avertis a monté son entreprise de création de sites. Christophe, Simon et Christian sont restés pluriactifs, même s'ils sont de plus en plus sollicités. Aujourd'hui, avec plus de 20 sites d'entreprise, ils développent une synergie assez exceptionnelle. L'ordinateur, il ne veut peut-être pas donner le son. Il est assez simple. Aucune structure n'avait lancé de processus qui vise à réaliser un site portail sur l'ensemble du Vercors. Et je pense que ça a été un petit peu notre volonté première que de s'inscrire dans une démarche un petit peu novatrice à l'époque qui décidait qu'il fallait qu'on ait une plateforme qui rassemble la plupart des informations touristiques. Le site internet est un excellent moyen de rapprocher les gens et les communautés et efface un petit peu la notion de distance. Si d'un côté le Vercors vit une réelle mutation économique, de l'autre il s'évertue à garder intact le donjon de la citadelle, les hauts plateaux, le seul domaine jusqu'à présent inviolé. En 1985, pour échapper à de grands projets d'aménagement touristique, cette zone inhabitée est devenue la plus vaste réserve naturelle de France. 30 km de long sur 8 de large, 17 000 hectares d'espace vierge. Le pastoralisme a été la première activité humaine de ces hauts plateaux. Et les bergers transhumants
les premiers hommes à y pénétrer. Chaque année, depuis des générations, des milliers de moutons débarquent du sud et traversent les villages du Diois. Une fois les derniers névés fondus, les troupeaux grimpent sur les hauts plateaux pour 4 mois d'estive. Enfin reconnus comme un patrimoine naturel exceptionnel, les hauts plateaux restent difficiles d'accès. Depuis le Trièves, la barrière orientale n'offre que peu de passages. Bernard Fourgousse, l'un des gardes de la réserve, nous invite à le suivre pour franchir la muraille. Un itinéraire très peu couru, si ce n'est par les chamois. De tout temps, je veux dire que là, on a l'illustration de la citadelle du Vercors. C'est une zone importante parce que c'est une zone de contact, de transit et en même temps de barrière. Bon, l'hiver, par contre, la barrière, on pourrait dire qu'elle se referme. La porte se referme l'hiver. Il y a quelques petites zones de passage pas très faciles, pas très nombreuses non plus. Puis qui ont servi de tout temps d'échange entre la vallée du Trièves et le Vercors, la Chapelle en Vercors, Villarvotte de Lens. C'était la voie de passage avec les muletiers, avec les marchands ambulants, les charbonniers, tout le monde passait par là. Et maintenant, c'est la protection de la réserve naturelle, puisque là, il n'y a pas de... C'est très difficile de faire des routes, donc les pressions d'aménagement sont très faibles. Le rôle de la réserve est en effet de protéger les richesses naturelles et de les étudier tout en maintenant certaines activités ancestrales et touristiques. Il ne s'agit pas d'en faire un no man's land, simplement d'éviter la surfréquentation. Alors c'est vrai que jusqu'on va dire au siècle dernier, il y avait peu d'activités qui avaient marqué le territoire ici. Et puis au début des années 60, il y a eu des projets de stations de ski, des projets de lignes à haute tension qui auraient traversé la réserve de part en part, ainsi qu'une route qui aurait traversé jusqu'à la Chapelle en Vercors, et puis une autre route qui serait arrivée du sud depuis Combault. Tous les pas apparents ne passent pas. Il y en a qui par exemple ne donnent pas l'impression de passer, dans lequel on peut trouver un petit cheminement, mais il y en a d'autres qui paraissent très larges au début, alors on monte 1 heure et puis pof, on arrive à une barre de rocher de 10-15 mètres, on ne peut pas passer, on fait demi-tour, on va au pas suivant et puis on se retrouve bloqué. Enfin, c'est tout l'intérêt de connaître la région. Allez, nous voilà. Les hauts plateaux. Ils sont mis un peu à l'ombre des arbres. Ils sont à quoi, à 200 mètres. Il y a un gros mâle. Ça c'est impressionnant les bouquetins, parce que les vieux mâles ont des cornes qui grandissent d'année en année, et vers 10-12 ans, quand ils sont adultes, vieux adultes, ça fait une sacrée masse au-dessus de la tête. Alors les bouquetins, ils sont revenus il y a une dizaine d'années parce que le parc a eu un programme de réintroduction, c'est-à-dire que le bouquetin avait existé au Moyen-Âge, il avait disparu vraisemblablement par la chasse, et donc on a récupéré des bouquetins de Vanoise, une trentaine, et qui ont été relâchés sur Archiane, c'est-à-dire tout au sud de la réserve. Globalement, il y en a plus d'une centaine maintenant. Les mâles se tiennent surtout dans la partie nord, alors que les femelles, on a l'impression qu'elles restent sur le lieu de lâcher d'il y a 15 ans. Maintenant, on s'aperçoit que le dernier espace sauvage, non équipé, non aménagé du Vercors se retrouve sur la superficie de la réserve naturelle. Ce qui a sauvé cet endroit, c'est son caractère désertique. L'absence d'eau a empêché les hommes de s'installer dans ce milieu caillouteux où le pin à crochet est roi. Pendant la durée de l'estive, les brebis sont ici chez elles, même si depuis peu se manifeste un prédateur inquiétant, le loup. Mais dans un sens, si le loup est revenu sur ce territoire, c'est que celui-ci est bel et bien resté sauvage. C'est un des charmes du Vercors, c'est qu'on a peu l'impression de pouvoir se croire seul dans la nature. On est un peu toujours égoïste, on a envie d'être seul et aller voir la montagne pour soi tout seul, et c'est pour ça le Vercors s'y prête bien.
l'hiver, les hauts plateaux ressemblent à une gigantesque dalle glacée et cabossée. Un univers silencieux où le randonneur est tout juste toléré. Ici, il n'y a pas ou peu de balisage. Il faut savoir s'orienter et ne pas se faire prendre par le mauvais temps. Pas plus qu'aux attaques de l'érosion, la forteresse n'a pu échapper aux assauts des hommes. Mais son cœur, son donjon, résiste encore. Elle a réussi à conserver intact un espace assez vaste et tourmenté pour que l'on puisse encore s'y perdre. C'est peut-être là sa vraie force.